Est-ce qu'on m'entend? Oui. Eh bien, bonjour. On est très heureux de vous retrouver, tous ensemble, en petits paquets et plus disséminés comme l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pour cette nouvelle édition du Festival Omnivore 2021, c'est évidemment un très grand plaisir de vous retrouver et d'accueillir tous ces chefs qui vont se succéder sur cette scène ainsi que sur toutes les autres. Je précise que pour la première fois, ceux qui ne sont pas dans la salle pourront néanmoins voir les masterclass qu'elles sont retransmises en live streaming, donc le monde entier nous regarde. On est évidemment très heureux d'entamer cette nouvelle saison avec, je fais un petit élément global sur des éléments de langage sur les 3 jours qui vont arriver. Il y a un terme qui va évidemment traverser l'ensemble de ces 3 jours, c'est le terme de l'ouverture. L'ouverture, ça veut dire beaucoup de choses pour un cuisinier, et celui qu'on va accueillir en premier en sait quelque chose. C'est évidemment un moment de naissance d'un restaurant, et évidemment, l'ouverture, le champ lexical est assez vaste, et on va pouvoir l'explorer sous toutes ses coutures. On va parler aussi des réouvertures. Il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé pendant si longtemps, et qu'il a fallu remettre en place. Remettre les équipes, retrouver finalement une dynamique. Et c'est évidemment quelque chose de très très important pour tous ces artisans, ces créateurs, ces producteurs et les équipes qui sont derrière tous ces restaurants. Si on parle d'ouverture, on va accueillir un jeune chef que vous connaissez évidemment très bien, qui, il n'y a pas si longtemps, était à votre place. C'était un cuisinier qui m'a raconté ses souvenirs d'Omnivore du côté du public. On est très heureux de l'accueillir sur la grande scène. Maury Sacco, du restaurant Mosuke à Paris et ses équipes. Salut Maury. Comment tu vas? Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce qu'on t'entend Maury? Alors, est-ce qu'on m'entend? Mais ouais, oui. Bon, c'est la première démo, on est d'accord, on va aussi un peu se roder, vous, nous, dans notre petit manège. Maury, est-ce que tu peux déjà nous présenter rapidement tes équipes? Comme ça, on essaye de comprendre un peu l'univers du restaurant aussi. Totalement. Alors donc, je tenais vraiment à venir avec l'équipe parce qu'au quotidien, je ne suis pas tout seul. Bon, il y a l'équipe de salle aussi, mais bon, sur cette grande scène, c'est compliqué. On ne peut pas accueillir tout le monde. Donc, on a Bastien, ensuite on a Andy, Victoria, Jade et Bandugo. Eh bien, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Mais on voulait les applaudir, mais vous avez carrément raison. Ah ouais, bravo. Maury, je rappelais effectivement le souvenir que tu m'avais transmis l'année dernière, d'ailleurs, lorsqu'on avait dîné ensemble dans un dîner avec Alexandre Mazia et Pierre Gagnère, rien que ça. De ton souvenir d'avoir été aussi de l'autre côté du public. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot de ce souvenir que tu as et de l'importance que ça a pour toi d'être ici aujourd'hui? Bah ouais, moi c'est marrant d'être de ce côté parce qu'il y a encore pas plus tard que l'année dernière où il y a 4-5 ans, j'étais là dans le public à regarder ces grandes scènes. Et moi, le souvenir que je t'avais raconté, c'était le souvenir des masterclass de Pascal Barbeau où justement j'étais venu dans le public en me disant qu'est-ce que je vais voir? Est-ce qu'il va me sortir un plat de malade? Et à ce moment, il a dit je vais faire du riz, du poisson et un beurre blanc. Qu'est-ce que je fous là? Que tu as dû te dire du coup. Je me suis dit mais non, non, c'est pas ça. C'est pas ça la cuisine d'un 3 étoiles. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'au final, pour ces chefs-là, en fait, on est passé à un autre stade. La démonstration technique, la démonstration de je sais faire, mettre plein de choses, c'est plus ce qui intéresse. C'est vraiment centrer le propos, le produit, une belle cuisson. Et au final, ça suffit, quoi. Maury, on te connaît. Hein, on a vu ton visage arriver dans nos écrans il y a combien de temps maintenant? 2 ans. Ouais. Tu as aujourd'hui une surface médiatique, comme on dit. Tu es un cuisinier qu'on voit, qu'on entend, qu'on écoute. Mais peu de gens, finalement, ont eu l'occasion de goûter ta cuisine. Parce que ton restaurant, il a ouvert il y a déjà combien de temps? 1 an et demi environ. Évidemment, la situation a dû le mettre à l'arrêt. Donc, ouais, c'est vraiment ça. C'est qu'au final, on a ouvert 2 mois. Ouais. Puis, tout de suite après, il a fallu fermer et puis passer sur une offre à emporter. Et donc, on a beaucoup parlé du restaurant, mais très peu de monde ont pu venir déguster ce qu'on faisait. Et au final,
on ne sait pas vraiment ce qu'on fait au restaurant. Donc moi, quand tu m'as dit qu'on pouvait lancer la grande scène, d'ailleurs, vous pouvez commencer à produire. Oui, si vous voulez commencer, parce que je crois qu'il y a un commencer. gros menu qui va sortir. Ouais. Hein, bossez Non, les, mais les gars. Donc quand tu m'as proposé de venir et de parler cuisine, c'est ce qui m'a parlé tout de suite. Je me suis dit, ouais, c'est vrai. J'ai énormément parlé, j'ai énormément échangé sur ce que j'aimais faire, ma vision aussi de la cuisine et du monde de la gastronomie. Mais au final, j'ai jamais parlé réellement des plats qu'on fait et qu'est-ce qu'un menu chez Mosuke et comment on rend cohérent cette coexistence entre le continent, les 3 continents qu'on représente. Donc on a la France, le Japon et le continent africain dans sa globalité et se dire qu'est-ce que ça donne dans l'assiette et qu'est-ce que ça donne un repas chez Mosuke au final. Alors, j'ai eu la chance, et peut-être certains d'entre vous ont eu la chance de découvrir cette cuisine. Donc on est dans un restaurant dans le 14e arrondissement, un quartier qui est relativement tranquille et qui permet aussi d'être dans une véritable destination où on va chez toi et on sait pourquoi on y va. Dans ce petit écrin qui a été extrêmement bien dessiné, effectivement, il y a aussi une ambition dans ce restaurant qui est finalement une ambition gastronomique assumée avec l'envie de faire une cuisine de haut niveau, avec de nombreuses séquences et avec des produits nobles et finalement une vision assez large de ce que toi tu voulais faire. C'est ça, c'est vraiment, on a ouvert en disant, moi je voulais vraiment ce restaurant gastronomique avec une proposition sur une offre qui était forte et surtout qui était très personnelle au final. Donc je me suis dit, moi ce que je vais faire c'est faire ma cuisine de manière gastronomique dans un cadre qui aussi impose ce statut sans trop en faire. Donc c'était un peu le jeu d'équilibriste au final. Et alors tu parles de ces 3 piliers, donc la France, ton pays, celui qui t'a aussi appris ton métier, et l'Afrique de l'Ouest comme étant tes racines, ton influence aussi finalement de la naissance de ton goût, et cette influence culturelle japonaise. On peut dire un petit mot quand même aussi sur le nom du restaurant, explique-nous ça, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait bien compris, Mosuke. Alors donc Mosuke, ouais, c'est une contraction, donc le mot vient de mon prénom Mori, et Suke est tiré de l'histoire de Yasuke, qui était le seul samouraï noir qui existait au Japon. Et donc l'idée c'était vraiment de trouver Yasuke un peu comme une personnification de ce qu'on fait au restaurant avec... Moi je trouve que ça lui va assez bien quand même, hein. Le samouraï noir, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'essaye. En tout cas... Il y a cette double influence, elle peut aussi, soyons honnêtes, interpeller l'Afrique de l'Ouest et le Japon. Effectivement, l'histoire nous a prouvé que les connexions n'étaient pas si fréquentes et forcément la question du goût, de ces goûts et de leur éloignement culturel et leur éloignement en termes de produits faisait qu'il y avait une bizarrerie presque à vouloir aller là-dedans. Ouais, c'est vrai que ces 2 cuisines, on les imagine rarement ensemble. Mais au final, j'ai tendance à dire que chacune peut avoir des qualités pour combler ce qu'on pourrait cibler comme un défaut chez l'autre, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas pour venir se compléter et créer une balance, parce que moi j'adore les contrastes, et là où on peut voir une cuisine japonaise épurée, mais parfois à la limite du fade, une cuisine d'Afrique de l'Ouest qui pourrait être plus roborative, mais justement chargée en goût, se dire qu'au final, l'un comme l'autre peuvent vraiment se compléter. Et il y a aussi présence de beaucoup d'éléments dans la cuisine d'Afrique de l'Ouest qu'on retrouve dans la cuisine japonaise. Par exemple, l'utilisation du poisson fumé. De cette manière, on le trouve qu'à 2 endroits dans le monde, et c'est au Japon et en Afrique de l'Ouest. Donc le poisson séché fumé qu'on trouve au Sénégal, on le trouve tout aussi bien avec le katsuobushi au Japon. Et il y a des ponts comme ça, quand on cherche, qu'on retrouve tout de suite au final. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement l'ambition de cette masterclass d'un point de vue de la cuisine, puisque c'est de ça dont on va parler avec toi aujourd'hui. Tu avais envie de nous présenter finalement ton menu. C'est ça. Donc l'idée c'était vraiment de nous présenter le menu. Donc par exemple là, je te présente par quoi on commence tous les repas chez nous. Donc c'est le onsen tamago. Donc c'est vraiment un plat qu'on trouve au Japon globalement. Et qui, Une question, il est achevé déjà ou pas encore? Il est achevé ce plat ou pas? Oui. Donc attends, je vais en profiter pour le mettre un tout petit peu plus sur la scène. Je pense que ce sera mieux pour la caméra. Explique-nous justement l'importance de cette... comment tu l'appelles dans ta séquence? Une première entrée ou littéralement une amuse? Alors c'est un amuse, donc il arrive vraiment au tout début du repas. Et c'est une des premières choses qu'on mange chez Mosuke. Donc ce plat,
C'est un peu l'idée du restaurant, c'est de se dire, quand le client arrive, se dit oui, France, Afrique, Japon. Attends, je te coupe, mais j'aimerais bien qu'on arrive aussi à voir ce que nos camarades font. Est-ce qu'il y a, Oui. dans l'ordre des séquences, ça se passe par là, Ça arrive, tout vient par là, mais là, c'est mais des qu'on puisse bâtiments. peut-être vous voir travailler sur scène à ce moment-là? Allez, tiens, viens là, Andy, pour faire rouler. Hop là. Parce que bon, moi je vois, mais nos Tiens, camarades... on va se mettre de l'autre côté, comme ça. Ouais, Tiens, mets-toi de l'autre côté. donc juste pour que On va échanger de qu'on place. comprenne un tout petit peu l'ordre Voilà, des séquences, il va y avoir 5 ou 6 assiettes qui vont sortir, c'est ça. qui sont On fidèles de s'est ce un qu'on peu pourrait, chauffé. qui seraient fidèles de ce qu'on pourrait manger, par exemple, ce soir chez Mosuke. C'est ça. Le Ok. client qui va venir ce soir mangera à peu près ce menu avec des choses en plus. D'accord. Donc, terminons sur cette première assiette. En quoi elle incarne finalement pour toi cette passerelle et cette construction d'un goût qui est hybride entre tes influences? C'est ça. Et c'est justement, on va dire, on est un peu en contradiction, c'est se dire qu'au final, chez Mosuke, on ne trouve pas toutes ces influences d'un coup. C'est vraiment un jeu de séquences. Et c'est pour ça que pour moi, l'idée de faire un menu était très importante. Donc, on voit ce onsen tamago, c'est un plat typiquement japonais qu'on retrouve vraiment dans les boutiques, dans les petites échoppes. Et c'est juste un œuf parfait avec un bouillon d'ashi et 2-3 petits légumes fermentés qu'on appelle des tsukemono. Donc, c'est des fermentations très courtes. Donc, on a de la carotte, de l'oignon et du kombu. Et par-dessus, on vient juste râper de la baie de sélim, qui est un poivre qui nous vient de Guinée. Très bien. Et c'est tout. Donc on joue sur la pureté et sur un goût très élégant, très japonais. Et là, tu vois, par exemple, Bastien est en train de cuire la séquence suivante, qui est le homard, au barbecue. Quelque chose qui est très important pour moi dans ma cuisine, en sachant que dans la cuisine, on n'utilise quasiment pas de poêle. On cuit les viandes, les poissons et autres, tout se cuit au barbecue. Et moi, j'adore les cuissons à la flamme directe. Donc, Oui, parce que là, il y a vraiment, effectivement, tu vas chercher une forme de carbonisation. c'est ça. La réaction de Maillard poussée pratiquement à l'extrême. C'est ça. Et le fait de pousser cette maillard, en fait, très fort, très vite, c'est qu'on arrive sur des goûts qui sont limite métalliques, tu vois, un fumé très puissant, sans fausser la cuisson. Donc on arrive à avoir une justesse de cuisson, tu vois. Et le pinceau, il va napper la queue de homard de quoi, du coup? Là, il vient de nourrir avec un beurre de homard. Donc on récupère les carapaces et on fait un beurre de homard avec. Et c'est ce beurre de homard qui nous sert à nourrir le homard et en même temps à faire flamber la flamme parce qu'il faut une matière grasse pour que ça flambe. Et c'est vraiment comme ça. Donc au final, cette matière grasse s'enflamme et ça donne le goût. Et c'est une cuisson que tu vas voir qu'on utilise avec différentes matières grasses, mais à chaque fois qui est très présente dans ma cuisine. Et le fumé, c'est un goût qu'on trouve énormément dans la cuisine d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique noire globalement. Mais ce fumé est très présent et une des manières de le maîtriser le mieux possible, c'est ce mode de cuisson. Raconte-nous quand même aussi ce parcours qui est le tien, ce parcours de goût, si on veut dire. Tu es né dans la région parisienne, tu as une famille, tu as des frères et sœurs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, cet intérêt autour du goût et même très vite de la haute gastronomie, parce que tout de suite, tu as des ambitions d'aller rencontrer un univers de cuisine, des palaces, des grands restaurants, comme on dit. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé dans ta vie, et notamment dans ton adolescence à ce moment-là. Alors moi, sur l'adolescence, c'est assez simple. C'est que je suis arrivé à un moment où l'école, je voulais découvrir un métier en fait. Je voulais voir quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, pourquoi pas la gastronomie? Mais c'était vraiment sur un pourquoi pas, parce que j'adorais moi l'univers des palaces, l'univers de l'hôtellerie, mais au sens large. Et je me suis lancé comme ça. Et au final, moi, l'école hôtelière, ça a été mes premiers contacts avec la gastronomie française, au final. Parce que jusqu'ici, à la maison, ma mère a grandi entre le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, donc me préparait vraiment les plats d'Afrique de l'Ouest. Et c'est tout ce que je mangeais, moi, à la maison. Donc, quand je suis arrivé à l'école hôtelière, j'ai découvert la blanquette, j'ai découvert le bourguignon. J'en avais goûté un peu à la cantine, mais... Bien sûr. Ouais, je ne sais pas si on peut dire que la blanquette de la cantine soit vraiment une bonne introduction à la gastronomie française. Mais effectivement, disons une vision plus domestique. Ouais. Donc c'était vraiment une découverte pour moi, tu vois. Et étant de nature très curieuse, en fait, je me suis éclaté. Tous les jours, j'apprenais quelque chose de nouveau. Un fenouil, c'est quoi un fenouil? Je découvre demain, c'est quoi un fenouil? Waouh, génial, j'apprends des choses. Et tu vois, c'était vraiment comme ça que je me suis pris au jeu de cette gastronomie. Et je me suis pris au jeu aussi, au final, de la gastronomie française, qui est exceptionnelle par sa diversité et par ce qu'elle peut offrir en technique et en produits, quoi. Alors, passons peut-être sur cette assiette qui est en train de se dresser. Alors là, c'est un plat qu'on fait depuis l'ouverture au restaurant. C'est le homard. Donc le homard, c'est un plat qui est assez, au final, représentatif, on voit, de ce qu'on fait chez Mosuke. C'est un plat, là, par exemple, autant le onsen tamago était très Japon,
Autant celui-ci, c'est un plat où je dirais qu'il est nulle part. Tu vois? Il est partout et nulle part. Voilà, il est partout et nulle part au final, parce que je suis parti de l'idée d'un goût, et ensuite, il y a différentes techniques qui viennent s'intégrer, mais qui sont un peu de partout, quoi. Tu vois, cette cuisson à la flamme, c'est pour apporter le fumé que moi est toujours très présent quand je mange et quand je me fais des plats. L'utilisation du homard, forcément, c'est un homard breton qu'on utilise, qui nous vient de Bretagne. La sauce qui l'accompagne, c'est une bisque vraiment le plus classique du monde, comme on l'apprend à l'école, dans laquelle on vient ajouter du piment fumé. Donc c'est vraiment la technique de cuisson à la française, de travail français. Et il y a quand même une petite... Et il y a une petite touche qui vient apporter encore, prolonger cette note. Et dans le fond, on a un miso qu'on fait à base de tomates. Donc, on voit bien cette assiette. Mais oui. Donc on a ce miso qui vient à la tomate. Et l'élément... Donc c'est un miso blanc à la tomate. C'est ça, c'est un miso blanc donc qu'on relance en fermentation avec de la tomate. Et Alors ensuite... évidemment, 100% des gens connaissent le miso blanc. Désolé. Mais tu vas leur réexpliquer en un mot peut-être. Alors le miso, c'est de la pâte de soja fermentée, qui est un condiment de base de la cuisine japonaise. Vraiment, c'est la base de la cuisine. Qu'on retrouve partout, partout. Et nous, on utilise beaucoup chez Mosuke. Et donc, ce qu'on retrouve là, en fait, c'est des petits piments qui sont lacto-fermentés. Donc on utilise du piment végétarien. Donc les petits pétales rouges, hein? Ouais, c'est ça, tous les petits pétales rouges. C'est du piment végétarien qui est lacto-fermenté. Donc c'est des fermentations sur 2-3 semaines. Et en fait, le fait de faire fermenter ce piment lui ôte tout son piquant. Et l'idée... Le fameux piment végétarien, C'est vous ça. allez dire... Ok, le fameux piment animal. Non, le piment végétarien, c'est cette version non piquante du piment antillais. Hein, c'est ça, c'est le piment antillais, mais qui ne pique pas, mais qui garde son goût. Exactement, il y a vraiment tout l'aromatique du piment, mais sans la puissance du piment. Et l'idée, c'était vraiment que des fois, sur la cuisine africaine, on fait un peu un micmac entre la cuisine pimentée et une cuisine épicée. Et c'était aussi de pouvoir faire un plat où on peut se régaler en mangeant du piment. Parce que moi, le piment, j'en mange depuis tout petit. Et je sais qu'on peut se régaler en mangeant le piment et ne pas associer ce piment à une douleur, à une chaleur, au fait que ça va brûler. Et que, en fait, il y a un vrai plaisir à manger le piment quand il pique moins. Et qu'il y a différentes manières, en fait, de travailler le piment. Et que c'est un ingrédient qui est assez... Moi, je dirais que ça rend le cuisinier humble, le piment. Parce que je peux travailler un piment aujourd'hui et le lendemain faire la même recette avec les mêmes grammages. Et là, je vais me prendre une... Et dans ton restaurant, justement, cette angoisse de la puissance du piment, elle arrive à être bien maîtrisée entre la salle et la cuisine? C'est un jeu de funambule, vraiment, on est sur un fil tout le temps. Parce que moi, je veux que des fois, on sente cette tension du piment, mais il faut que ça reste sur une limite, parce qu'au final, quand on dépasse la limite du supportable, bah, ça gâche un repas. Quand on a trop. Donc, c'est un jeu de funambule, et mon sommelier, je pense que lui doit un peu me détester, parce que c'est dur, très dur en accord. Ça, c'est sûr. Et du coup, pour terminer de dresser cette assiette, tu vas terminer avec ça, ou comment ça va se passer? Non, là, là on peut ce qui se passe ici, c'est ce qu'il y a là-dedans? Non, ce qui se passe ici, c'est la suite. C'est la suite, vas-y. Donc le homard, on le finira si tu veux juste après. Ah, donc on peut considérer que cette assiette est terminée? Oui. Donc moi je vous propose qu'on applaudisse cette première assiette de cette édition et de ces 3 jours de la grande scène. Parce que commencer avec un petit homard grillé fumé au piment lacto-fermenté, moi je dis ok. Je suis tout à fait ok. Bon bah si tu veux, la suite, on est prêt au Bastien? Non? Ouais. Donc la suite, c'est un plat qui est aussi assez emblématique au restaurant. C'est un plat qui est inspiré d'un plat qui nous vient de Côte d'Ivoire. Donc en Côte d'Ivoire, il y a l'attiéké poisson, qui est le plat populaire, on appelle aussi le garba avec du thon frit, mais qui est le plat vraiment populaire là-bas, qu'on mange dans les maquis. Donc les maquis, c'est des petits restaurants un peu l'équivalent d'une brasserie, mais on y passe, on s'amuse, on y danse et autres. Et ce plat, en fait, là-bas, c'est le plat du peuple, quoi. Et l'idée, c'était de se réapproprier ce plat et de montrer que ces goûts-là sont bons, ces goûts-là sont francs, et on peut en faire une version qui est gastronomique, en tout cas qui est beaucoup plus poussée, où on a une sélection du produit qui est un peu plus rigoureuse, et que cette recette soit derrière... et donne-nous un peu les marqueurs de la recette, du coup. Donne-nous un peu les marqueurs de cette recette, donc, les éléments, les produits qui la structurent. Donc dans l'attiéké poisson, donc les marqueurs, il y a le poisson, donc on peut utiliser du mérou, du tchof et autres, et c'est un poisson qui est braisé. Donc à la base, il est braisé directement au barbecue ou autre, et il est mariné avant, et on le sert avec de l'oignon et de la tomate. Un petit condiment, mélange oignon, tomate, et l'accompagnement principal, c'est l'attiéké. Donc l'attiéké, c'est une semoule de manioc qui est fermentée.
Donc en fait, on prend le manioc, on le mixe comme une semoule et on le laisse au soleil. Et en fait, le fait de le laisser comme ça au soleil pendant 2-3 jours, ça développe une fermentation et ça lui apporte un côté acide. Naturellement, quand on mange le lattiqué, on a l'impression que c'est un taboulé un peu citronné. Mais en fait, toute l'acidité vient de la fermentation au final. Alors ce qui est amusant, c'est que le manioc, on va en parler aussi juste derrière, avec la seconde chef qui va te succéder. Et là, on aura une version brésilienne du manioc, avec notamment une productrice qui viendra nous... Enfin, en tout cas, quelqu'un qui vient travailler avec des producteurs sur place de manioc en Amazonie. Je t'invite à rester avec nous juste Ah, en plus c'est une super chef. Et donc là, on a la farine de manioc. c'est ça. Là, on a, en fait, c'est vraiment non, la pulpe du manioc qui est mixée et ensuite séchée au soleil et ça développe une fermentation. Très bien. Et donc, pour l'associer, moi j'ai pensé à la livèche parce qu'en fait, on le mange avec de l'arôme magie. Donc, c'est versé comme ça dessus. Et pour moi, bon, c'était inenvisageable de faire ça. Et donc, j'ai cherché ce qui se rapprochait le plus naturellement de ce goût-là. Et je suis tombé sur la livèche, qui est aussi appelée l'herbe à magie. Et dans la magie, il n'y a rien de naturel. Hein, donc, voilà. En tout cas, c'est un totem pour beaucoup de gens C'est et ça. c'est un souvenir d'enfance pour C'est ça, en beaucoup. cuisine Effectivement. africaine, c'est très présent. Et donc, on est parti sur une purée de livèche. Et cette crème de livèche apporte cet accord en fait qu'on a habituellement avec la magie, la tiéké, le poisson. Et la partie tomate-oignon, en fait, on a fait un petit ketchup qui est caché en dessous, mais c'est un ketchup de tomates vertes et de piment qu'on retrouve aussi ici, avec une autre tomate par-dessus. Qu'on voit là ici, hein, c'est Ouais, les en reflets, transparence, disons, un peu beige. Un peu beige. Et donc, on fait une autre tomate et piment. Et en fait, l'idée, c'est de récupérer justement cette sauce qui est à base de tomates fraîches et de piment. Et pour accompagner ça, donc le poisson braisé a été remplacé par un poisson cuit en feuilles de bananier. Donc là, on utilise du maigre, donc du maigre qui nous vient de Méditerranée. Et ce maigre, le fait de le cuire dans la feuille de bananier, ça lui apporte en fait une cuisson mixte, un peu comme une cuisson à l'étouffée, mais en même temps, on parle d'un produit végétal, donc ça redistribue de l'humidité au poisson d'un côté, et de l'autre côté, ça le protège contre l'agression, donc on le cuit très vite dans un four très chaud. On l'a pas vu sur le barbecue, n'est-ce pas, hein, ce poisson, Non. il a été cuit au four. Celui-là a été cuit au four. D'accord, très bien. Et puis pour finir, on vient ajouter un jus d'arête rôti, parce que dans la cuisine sénégalaise, ivoirienne, on a souvent ce côté un peu, on dit souvent le boucané, tu sais, le côté poisson, mais très, très puissant, très fort. Ouais, bien sûr. Et là, donc c'est un jus d'arête qu'on fait rôtir, et ensuite qu'on réduit. Il y a une petite cuillère ou pas? Ouais. Pour moi. T'as une cuillère. Tiens. Voilà. Tu me permets, hein. Tiens, regarde. Tu vois, C'est riche, c'est effectivement. riche et c'est rond. Et c'est très rond en même temps, effectivement. Il y a ce côté. Poisson, tu vois. Ouais. Mais vraiment, tu as l'arête qui est là, qui est présente. C'est ça, c'est le goût de l'arête. C'est ça, tu vois, c'est le goût de l'arête et en gros, tu as l'impression de vraiment de rentrer dans le poisson et ça vient encore renforcer cette notion un peu. Quand je dis poissonneuse, ça peut paraître un peu péjoratif, mais c'est un peu le terme, C'est ce que quoi, tu vas vraiment, chercher. tu vois, c'est Ouais, ce qu'on va chercher. C'est tout à fait ça. Et après, on vient finir avec des herbes fraîches parce qu'on travaille beaucoup aussi avec les herbes. Chez Mosuke, ça c'est juste personnel, à titre perso, parce que j'adore ça et que je trouve que les herbes utilisées comme un condiment, ça apporte beaucoup. Donc on a la capucine qui a un goût poivré, qui apporte justement ce côté limite comme un poivre, parce qu'on poivre peu. L'oseille pour l'acidité, la tagette pour son goût très particulier, donc on l'a en feuille, en fleurs, et l'oxalis aussi pour l'acidité. Les petites feuilles pourpres, Ouais. là, qui va donner un peu d'acidité. C'est ça qui donne un peu d'acidité. Et pour finir le tout, on utilise un piment, parce ça se mange avec du piment. Et donc on utilise un mélange de piment japonais, donc le togarashi shishimi, dans lequel on trouve du piment, du sésame, un peu d'écorce d'agrumes, et surtout du sancho, qui est un faux poivre, cousin du poivre du Szechuan, qui a un côté un peu anesthésiant. Donc là, on va plutôt être sur cette poudre, hein. Ouais. Et là, tout est là sur le poisson, et il y en a un petit peu aussi autour, tu vois. Donc ça va être les petites taches rouges. C'est ça, ocre. les petites taches rouges qu'on trouve un peu dessus, quoi. Eh ben, c'est magnifique, ça tu peux peut-être la rajouter. On est à la moitié du menu. Très bien, donc une deuxième très belle assiette de poisson. Ceux qui ont envie de l'applaudir, ils peuvent. On repart sur ce brasero. Tu peux Ouais. nous en dire un mot d'ailleurs de ce brasero? C'est quoi ça? C'est un. Donc là, on vient sur une pièce, sur un plat où on a créé... Je parle de l'objet lui-même. Qu'est-ce que c'est en fait? Donc là, c'est un barbecue. Attends, fais gaffe, ça va flamber. Ouais. Voilà, c'est bon. Il y a
Donc là, on est sur, c'est l'équivalent de Bichotan. Celui-là est un peu plus moderne, mais c'est barbecue japonais qui est habituellement utilisé avec un charbon, donc le charbon Bichotan, qui est un charbon qui a la chance de monter très 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 haut. ça, monter très haut en température et de tenir très longtemps la chaleur. Et en même temps, il donne un parfum assez particulier à la viande. Donc encore une fois, là, sur ce bœuf, on vient le cuire à la flamme directe, mais la matière grasse change. Alors attends, parce que moi j'ai pas bien compris ce qui s'est passé autour là. C'est du beurre? Donc autour, c'est du beurre. Ah bah c'est généreux. Et donc ce bœuf, en fait, c'est du bœuf d'Aubrac qu'on vient faire maturer dans du beurre de karité. Donc autour, ce que tu as là, c'est du beurre de karité. Et donc le fait en fait de le maturer dans le beurre de karité, ça lui apporte une tendreté assez énorme. Je pourrais pas te l'expliquer scientifiquement pourquoi. On va pas avoir le temps. Mais ça la ramollit totalement. Et en fait, ça lui apporte un goût, une tendresse. Et en même temps, à la cuisson, en fait, ce beurre, on le laisse autour, il tombe et c'est la matière grasse en fait qui sert à flamber. Et tu as vraiment besoin de ce type de barbecue anaori, finalement, pour pouvoir avoir à la fois la flamme, c'est ça, sans que ce soit non plus, enfin que tu puisses la maîtriser. Oui, c'est ça. En fait, c'est une flamme. On voit bien qu'il y a une flamme, mais elle est maîtrisée. On sait d'où elle provient. C'est pas quelque chose. On n'a pas l'impression qu'il y a le feu à la maison, quoi. Il y a une flamme, mais on est tranquille. Et tu travailles comme ça au restaurant, On travaille comme ça au restaurant, donc ça peut surprendre les clients parce que des fois, quand Bastien en cuit 4 d'un coup, on a une flamme énorme qui jaillit. Oh, il y a le feu. Mais non, on travaille, ça va. Mais on travaille vraiment comme ça au restaurant. Et en fait, cette cuisson de viande, c'est une cuisson que moi j'adore parce que c'est un double effet. D'abord, c'est une cuisson qui est assez violente. Donc vous allez voir la viande, là, dans 30 secondes, je la sors. Donc elle aura cuit quoi? Elle aura cuit 1 minute. 1 minute, ouais, à peine. Elle aura cuit 1 minute. Donc elle est bleue, elle est quasiment crue à l'intérieur. Mais en même temps, ça protège parce que le fait de l'avoir maturé au karité l'a vachement attendri. Donc ça nous permet aussi de pas être sur une cuisson qui est trop poussée. Donc on vient l'associer à un plat pour moi qui est un véritable... Tiens, attends. Un plat qui, pour moi, c'est un véritable souvenir d'enfance et un totem, on va dire, en tout cas, du pays de mes origines, le Mali, qui est le mafé. Donc, qui est un mot, évidemment, qui est probablement celui qui résonne le plus quand on parle de cette cuisine africaine, qui d'ailleurs n'a pas tellement de sens. Non. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, d'ailleurs? Quand on parle de cuisine africaine, ça résonne bizarrement aux oreilles. C'est ça. Comme si, en gros, du Mali à l'Éthiopie, en Afrique du Sud, on mangeait la même chose, avec les mêmes produits. Comment tu envisages, toi, cette cuisine plus identitaire, finalement, et pour sortir des clichés, disons? Moi, j'ai une vision sur ce terme, en tout cas, qui est que cuisine africaine, forcément avec un S, à la fin d'africaine, mais d'autant plus que c'est tellement vaste, au final, on pourrait faire des gros morceaux et se dire, voilà, on a la cuisine d'Afrique de l'Ouest, une cuisine d'Afrique centrale, une cuisine de la Corne de l'Afrique qui est totalement différente, qui elle est limite végétarienne, beaucoup de travail de légumineuses, travail sur les épices et autres. Et une cuisine d'Afrique centrale qui, elle, est beaucoup plus sur les feuilles, des cuissons à l'étouffée, avec utilisation de pas mal de racines, où là, en Afrique de l'Ouest, on est plus poisson, céréales, donc le fonio, attends, hop, c'est bon. Le mil et plein d'autres céréales qui sont utilisées pour ça. Et au final, c'est des cuisines qui sont totalement différentes. Mais moi, j'accepte le terme, on va dire, de cuisine africaine pour le moment, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance globale de ces cuisines. Et on connaîtra mieux ces cuisines quand on partira large. Donc on a des plats un peu totémiques comme le mafé, le yassa ou un pandou au Congo. Et ces plats-là vont ressortir. Et après, dire qu'on est finalement dans une gradation, on a finalement une première étape de la compréhension de cette cuisine. Et progressivement, on peut espérer que la culture, la connaissance grandissent pour pouvoir peut-être un jour, peut-être pas si lointain, aller dans un restaurant malien ou un restaurant ivoirien à Paris qui propose littéralement quelque chose d'une élévation de cette cuisine. Très bien. Ouais, c'est une segmentation qu'on a vue sur la cuisine asiatique. Au début, on parlait beaucoup vulgairement de je vais au restaurant chinois. Et maintenant, on se met à parler, je vais chez un Coréen, un Vietnamien, un Chinois, un vrai Chinois, un Japonais. On parle de cuisine locale, chinoise, régionale. On va dans un restaurant de cuisine du Sichuan, par exemple. Il y en a de plus en plus à Paris et ailleurs. Très bien. Et je pense que pour les cuisines africaines, on est au tout début de ça. Et certes, le terme cuisine africaine peut déplaire, mais il faut l'accepter pour justement pouvoir passer à l'étape suivante. Ok. Donc là,
Donc sur, redonne aussi un peu les marqueurs ouais. de cette recette emblématique. Yes. Donc les marqueurs du mafé, c'est vraiment une sauce à base d'arachide. Donc vraiment l'arachide est l'élément central. Donc une sauce à base d'arachide, tomate. Et en fait c'est un ragoût où on fait cuire le bœuf avec. Donc ça cuit assez longtemps. Et On est dans un ragoût, hein, plutôt. ouais, on est dans un ragoût. On est vraiment, on va dire, c'est équivalent africain du bourguignon, quoi. C'est le plat à base de viande qui vient vraiment être un plat familial et qui cuit très longtemps. Et donc là, moi, l'idée, c'était de récupérer cette sauce de manière traditionnelle, donc vraiment à base d'arachide, tomate, oignon, d'en extraire vraiment le jus et toute la sauce, et ensuite de venir le retravailler, mais avec on va dire un format, ou en tout cas avec des standards qui sont plus proches de la cuisine occidentale. Donc c'est pour ça que cette viande est servie bleue, alors qu'habituellement dans le mafé, la viande est bien cuite, elle est très très cuite. Ouais. Et donc, j'ai retiré la viande pour pouvoir justement maîtriser la cuisson et pouvoir amener cette cuisson qui est celle qu'on a sur une viande traditionnelle à l'occidentale. Et après, on vient ajouter donc à côté le fonio, qui est une céréale qui pour moi gagnerait beaucoup à être plus connue parce qu'elle est énormément utilisée en Afrique de l'Ouest. Elle est là-bas depuis des millénaires. C'est une céréale traditionnelle. Elle est sans gluten et elle est très digeste. Et au final, c'est un goût très particulier. C'est un peu comme le mil. Il y a un goût, on le mange, on se dit « Ah, ok, très bien. » On est en Afrique. Est-ce qu'on trouve du fonio quand on en cuisine à Paris, du coup? Du fonio, maintenant, on commence à en trouver beaucoup dans les boutiques bio. Okay. Donc, et on commence à avoir pas mal de fonio parce que ça devient une alternative au repas sans gluten. Donc on en fait des farines, on peut en faire des taboulés, on peut le sauter. Ça se travaille vraiment comme une semoule. Et donc maintenant, ça se trouve beaucoup dans les magasins bio comme substitut, comme céréales sans gluten. Okay, Et t'en trouves beaucoup. Donc par-dessus, là, je viens de te mettre des cacahuètes qu'on fait juste torréfier. C'est pour renforcer le côté arachide du mafé, le prolonger. Ça, on arrive à trouver des cacahuètes, donc des arachides frais ou c'est... Non, là, c'est de l'arachide sèche. Il faut juste la prendre non grillée, non salée pour pas apporter un supplément de sel. Mais sinon, de l'arachide classique. D'ailleurs, je sais que c'est pas accessible à tout le monde, mais l'arachide, si vous utilisez l'arachide de Souston, c'est encore mieux parce que c'est une des seules régions. C'est le seul endroit en France où on arrive à avoir de la cacahuète. Ouais. Et pour l'avoir goûté, elle est vraiment excellente. Et ensuite, on revient avec le piment, donc toujours le même mélange, toujours donc avec le togarashi. Le mot de piment a été quand même prononcé quasiment à chaque assiette. On est d'accord. Tu vois, et à différents dosages, différents niveaux. Et si c'est pas un piment, c'est un poivre. Mais il y a toujours quelque chose qui vient pour apporter de la puissance, pour apporter plus d'amplitude, parce que c'est aussi ça la cuisine africaine, c'est des poivres, des piments, des épices. Mais ce qui fait la différence, c'est vraiment le dosage qu'on va y mettre, quoi. Donc, hop. Donc voilà l'assiette. Hop. On peut dire qu'on est sur l'assiette terminée. Donc le client, voilà le bœuf mafé qu'on sert au restaurant chez Mosuke. Il a une bonne tête, ce bœuf mafé du restaurant Mosuke. On peut aussi effectivement applaudir cette nouvelle séquence. Avant qu'on se lance sur le dessert, je crois, hein, n'est-ce pas? Je voulais aussi essayer de comprendre. Omnivore défend et met en avant un certain nombre de valeurs depuis 15 ans désormais, où des mots ont souvent été prononcés. Terroir, territoire, local, locavore. Tu nous parles de l'Afrique de l'Ouest, tu nous parles du Japon, tu nous parles de produits qui sont cultivés très loin d'ici. Comment toi tu te positionnes par rapport à cette notion finalement du produit, du circuit court, de la nécessité finalement de proposer quelque chose qui soit équilibré à la fois en termes économiques et en termes écologiques? C'est ça. Bah, moi, je suis totalement à l'aise avec ça dans le sens où, au final, on se pose limite une question, on va philosopher, on ira s'asseoir. Mais au final, nous, chefs, pour moi, on est les premiers ambassadeurs du bien manger. Donc, on doit aussi avoir ce rôle de montrer au grand public qu'on peut bien manger avec des produits de saison. Nous, la saison, chez Mosuke, c'est quelque chose... En étranger, je sais pas, c'est énorme pour moi. Le produit, s'il n'est pas de saison, on ne le travaille pas. Donc il y a ça, mais aussi, en même temps, j'ai la nécessité de travailler avec certains produits de l'étranger, parce que il y a, par exemple, la tchéké, du manioc, le jour où on en a en France, c'est que le réchauffement climatique, il aura bien fait son œuvre, quoi. Donc, ça pose une autre question, c'est est-ce que, du coup, sur un discours locavorisme hardcore, on va dire, et de tout ramener très près, est-ce qu'on gommerait toute identité dans une cuisine, quoi, parce qu'au final, on se retrouvait tous à faire la même chose. Et pour moi, le meilleur moyen de connecter tout le monde,
de connecter les gens et de découvrir un peuple, bah, c'est de s'asseoir à table et de manger ce qu'ils mangent. Donc à partir du moment où on coupe ce lien et on peut plus s'installer à la table d'un autre pour découvrir ce qu'ils mangent, bah, au final on se coupe des gens. Donc il faut le faire intelligemment, quoi. Et c'est pour ça que tu me disais que ce restaurant Mosuke, il est à Paris et il pourrait aussi difficilement être ailleurs, C'est ça. puisque Paris est aussi un carrefour et une ville-monde. C'est un peu ce que tu défends. C'est ça. Moi je défends que bah, au final, qu'est-ce que c'est que le terroir à Paris? On ne sait pas. Il y en a un. Il y en a eu un. Mais maintenant, c'est la culture maintenant, aussi. c'est la culture, en fait, Paris. C'est qu'est-ce que Paris a de plus à montrer que sa diversité, sa richesse culturelle, le fait que ça soit vraiment une ville-monde par ces touristes qui passent et qui apportent ce qu'ils ont, mais aussi par la population qui habite. Des quartiers comme Paris 13, le quartier asiatique, comme Château Rouge, le quartier africain, ou La Chapelle, où on a le quartier indien, il n'existe qu'à Paris. Et en fait, cette diversité, elle doit aussi pouvoir s'illustrer dans la restauration. Et culturellement, l'ADN de Paris, ça a toujours été un carrefour et de croiser plusieurs communautés. Donc, Et alors, terminons notre chemin allez, avec un dessert. t'as testé? Alors, avec un dessert. Donc, pour les desserts, j'ai une manière un peu différente de travailler. Donc, je travaille avec Victoria, donc, qui est ma chef pâtissière. Et pour les desserts, moi, je suis un chef cuisinier. Donc, j'ai pas honte de dire que techniquement, il y a des choses où je vais, d'autres où je ne vais pas. Très bien. Tu fais ce qu'on appelle un dessert de cuisinier, c'est-à-dire un dessert de fainéant. Non, du coup, je travaille avec Victoria de concert. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce qu'on a beaucoup de restaurants où on sent la pâte d'un chef cuisinier, puis limite on passe sur un autre restaurant Un autre registre, et clairement. on arrive sur un autre registre et on se dit, bah, qu'est-ce que ce chef a voulu faire et qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Et pourquoi on sent qu'il y a un décalage entre la cuisine et la pâtisserie? Alors que moi, Mosuke, je vois comme une expérience, donc il y a eu un travail à faire avec Victoria pour justement pouvoir, moi, transmettre mes émotions, mes influences, et elle, pouvoir assimiler tout ça et pouvoir retranscrire l'esprit Mosuke aussi dans les desserts. Donc là, ce qu'on a, c'est le pré-dessert qui est inspiré en fait d'un des seuls desserts qu'on trouve en Afrique de l'Ouest et qui est le tiakri. Donc, Si on veut voir les deux desserts, je vous propose qu'on les fasse quasiment en même temps. ouais. Comme Donc, ça, on va pouvoir, ouais, elle peut on va finir en avoir la chance parallèle. de faire la Je peux séquence finir à côté. dans sa globalité. Et donc, le tiakri, pour résumer, c'est un dessert à base de lait fermenté et de mil. Et ça se boit un peu comme un yop. Et l'idée, c'était vraiment de venir récupérer ce goût-là, le goût, moi, que j'avais pendant mon enfance, que j'ai eu tout le long de ma vie, on va dire, et de le retranscrire, mais avec une technique et des textures différentes. Donc, que tout le monde ait la surprise, que quelqu'un qui est d'origine du Mali, comme moi, qui connaît le tiakri, le mange et se dise « waouh, surprise ». Mais pour la personne qui ne connaît pas le tiakri, mange et dit « waouh, je ne connaissais pas, c'est super ». Et de cette dualité, on est arrivé à faire donc, le mil, on le travaille vraiment comme un crumble. Encore une fois, c'est une céréale qui a l'avantage d'être sans gluten, parce que j'insiste là-dessus, parce que je trouve que les produits d'Afrique, ils ont tous des propriétés assez folles. Et ensuite, on travaille avec du lait fermenté, donc c'est du lait Ribot qui nous vient de Bretagne, donc on travaille toujours principalement le produit français. Après, par-dessus, on vient ajouter donc, la graine de paradis, donc c'est un faux poivre qui nous vient de Côte d'Ivoire, et du fruit du baobab, la poudre de fruit du baobab. Très bien. Et Je donc, te presse un peu parce qu'on on est dans les temps, on c'est est- pour ça on est que dans les temps. j'accélère le débit. Exactement. Si tu as la gentillesse, comme ça, on peut passer aussi à Ouais. la dernière assiette. Et donc, pour finir, le dessert. Donc, comme je te disais, pour nous, la saison, c'est hyper important. Donc, pour les desserts, on a une manière de travailler où, au final, on va toujours avoir un chocolat wasabi, qui est un accord qu'on fait au restaurant et que je fais souvent. Mais à côté, on a toujours un dessert à base de fruits. Et là, on travaille l'hypersaisonnalité. Donc, ça va être Évidemment. Et donc, du 2 on voit la semaines. figue. C'est ça, du 2 semaines, 3 semaines. Et on va changer assez fréquemment ce dessert. Donc là, en ce moment, on est sur la figue, le raisin. Et on vient le travailler avec un café vert qui nous vient d'Éthiopie, dans la glace. Un café Donc, vert, donc qui est ce café qui n'a pas été torréfié. hein. c'est ça, c'est un café qui n'a pas été torréfié. Et c'est un café de variété Guji, donc d'Éthiopie. Donc l'idée, c'est encore une fois de capter la saison et de la travailler en fait avec les influences qui sont celles qu'on a au restaurant tout simplement. Donc le ailleurs, il va venir d'un condiment, d'une épice, d'autres choses. Mais la base même de ce dessert, ça va être sur une technique et des inspirations qui sont propres à Victoria. Et c'est après, on va venir tout assimiler, tout mélanger, quoi. Maury, avant de conclure cette masterclass, est-ce qu'on peut espérer aussi qu'il se passe quelque chose pour toi sur le continent africain? Après tout, tu es un ambassadeur aussi en France. Qu'est-ce que tu aurais envie d'en faire, toi, de tout ça?
Moi, ce que j'ai envie d'en faire, c'est justement de continuer à jouer ce rôle d'ambassadeur de la cuisine africaine que je peux avoir en France, mais aussi d'aller sur le territoire et de pouvoir montrer ma cuisine et en quelque sorte inverser les rôles et de devenir un ambassadeur d'une cuisine française là-bas, sur le territoire. Et c'est ce que je me prépare à faire avec un projet qui se met en place en Côte d'Ivoire. Et c'est moi, avec beaucoup d'enthousiasme, que je vais aller sur ce projet parce que être là-bas, je pense que même moi, je vais être gagnant parce qu'au final, ça va stimuler ma créativité et je vais pouvoir travailler avec les ingrédients présents sur place et travailler avec des saisons qui sont celles qui sont là-bas. C'est sûr. On a terminé, on est d'accord? Toutes les assiettes sont sorties? Yes, attends, je vais te les mettre dans l'ordre. Alors vas-y, mets-les dans l'ordre. Alors, hop. Donc, on a le homard, je vais aller comme ça. L'œuf, le homard. Tac. Le poisson, la viande, le pré-dessert. Et bien de mon côté. Et le dessert. Donc, je vais demander à l'équipe de venir. On va, voilà, tous les applaudir. Mettez. Maury, Sako et son équipe du restaurant Mosuke. Merci beaucoup d'avoir Merci tout le monde. ouvert cette gentil. première journée du festival. On l'applaudit. Ils ont essuyé les plâtres aussi de cette première journée. Et on ira évidemment le voir avec toute son équipe dans son restaurant. Merci beaucoup. On se retrouve dans 5 minutes pour une nouvelle masterclass. Merci. Merci, Boris.